faire monter le bouton pouce vers le haut. Ok, c'est bon. Donc bonjour à tous, comme on a été présenté, donc nous sommes dans Serienbro-Cléguérec, le cercle de Cléguérec. Alors on est une commune qui se situe en Centre-Bretagne et qui fait partie du pays de Pontivy. Le pays de Pontivy il se compose de 18 communes et Cléguérec se trouve à l'ouest de ce pays et limitrophe avec le pays Pourlette. Alors aujourd'hui on a décidé de vous présenter une mode de deuil féminine des années 20. Alors le costume de deuil est assez peu connu et donc on a retrouvé que très peu de sources photographiques, de littérature. Donc on s'est beaucoup appuyé sur des témoignages de nos anciens et puis on avait déjà réussi à collecter des parures de deuil qui nous ont donné envie de nous intéresser un petit peu plus à ce costume. Donc pour rajouter de la matière à nos sources, on a décidé d'aller interroger nos anciens qui ont pu nous raconter comment le deuil était porté. Donc les 4 costumes que nous vous présentons sont donc des costumes qui ont réellement été portés et nous allons commencer avec Noyal. Alors Noyal est une habitante de Noyal-Pontivy, d'où son surnom. Elle est endeuillée à la suite du décès de son frère en 1927. Elle porte donc une robe d'un seul tenant qui n'a pas de velours sur le bas de sa robe. Et en dessous de celle-ci, elle porte des dessous en coton blanc. Donc on va retrouver une culotte fendue, un jupon et une chemise de corps. Par-dessus sa robe, on retrouve un tablier en crêpe noire et sa bavette en forme de triangle remonte jusqu'en haut de sa poitrine. Et la pointe de ce triangle se situe au niveau du lacet de son tablier, de la ceinture de son tablier, excusez-moi. Noyal porte également des bas et est chaussée de chaussons en feutre et de sabots féminins, de mode féminine qu'on appelle claque. Noyal, elle porte également donc une parure composée de manchettes, d'une guimpe et d'une coiffe. Ses manchettes sont noires et sa guimpe et sa coiffe sont en tulle de coton blanc. Ce qui vient nous raconter que Noyal est en deuil, c'est en fait un élément qu'on va retrouver donc sur sa guimpe et sa coiffe, et c'est cette broderie noire sur tout le contour de sa coiffe. Alors, et de sa guimpe d'ailleurs. Et grâce au témoignage de sa fille qu'on a pu rencontrer et qui nous a raconté comment sa mère portait le deuil, on sait et on a pu collecter que Noyal avait différentes parures de deuil. C'est pour ça qu'on vous présente 2 costumes avec 2 parures différentes. Elle porte ce costume au quotidien d'ailleurs. Tout comme Marivonne. Alors Marivonne, donc elle porte également un costume qu'elle porte au quotidien. Marivonne porte le costume de deuil à la suite du décès de son mari en 1928. Elle a sensiblement du coup le même costume que Noyal, cependant elle va avoir donc du velours sur le bas de sa robe. Elle porte également donc un tablier en coton noir et est chaussée aux pieds de chaussures en cuir noir fermé. Elle porte des manchettes de coton blanc et sa guimpe, elle, est légèrement brodée. On ne va pas retrouver cet élément de deuil. L'élément de deuil qu'on va retrouver du coup sur son costume, il va se situer au niveau de sa coiffe. Donc on va retrouver deux liserés blancs brodés sur le haut de sa coiffe. Ensuite, donc, nous avons le 4e costume qui est celui de Louise. Alors Louise, elle porte un costume qui est légèrement différent des 3 premiers costumes que nous avons présentés, puisque c'est un costume de cérémonie. Alors on a réussi à reconstituer le costume de Louise grâce à une photographie qu'on a pu retrouver lors du mariage de sa sœur en 1924. Et on sait du coup qu'elle avait perdu son père très peu de temps avant le mariage de sa sœur, et c'est pour ça qu'elle porte le deuil. Donc on retrouve donc une robe qui est largement... on retrouve largement de velours sur le bas de sa robe. À ses pieds, elle porte des chaussures, des escarpins à brides.
et en tablier en velours noir brodé Richelieu. À ses mains, elle porte des manchettes largement brodées de cérémonie. Et sa guimpe est elle aussi largement brodée, puisque c'est une guimpe de cérémonie qui n'est pas recouverte d'un élément constitutif du deuil. Encore une fois, c'est uniquement sa coiffe qui vont donner et qui vont raconter que Louise est en deuil, puisqu'on retrouve donc cette broderie noire sur tout le tour de sa coiffe. Donc on sait, grâce aux témoignages de nos anciens, que le deuil était relativement codifié, notamment par la couleur noire omniprésente, mais également sur des détails qui se trouvent donc sur les parures, notamment donc sur la coiffe et sur la guimpe. Mais on sait aussi que au XXe siècle, le deuil est beaucoup moins codifié qu'au XIXe siècle, et du coup, ce qui laisse à certaines femmes que certaines femmes prennent des libertés, puisqu'on a aussi récolté des parures de deuil qui sont brodées, elles, de pois noirs. Donc voilà, on sait qu'il y avait différents motifs qui pouvaient nous indiquer qu'une personne était endeuillée. Voilà pour ce qui est de la présentation. Je vais laisser Younan répondre à la question. Pour continuer, 1, 2, c'est bon. Pour continuer, nous allons répondre à la question: quelles sont les spécificités et l'évolution du chapeau dans votre terroir? Alors, pour commencer, en guise d'introduction, j'aimerais parler du couvre-chef que portaient les Pontiviens et plus généralement les Bretons avant de porter le chapeau, et donc que les Pontiviens portaient également jusqu'en 1855. Ce couvre-chef, c'est le bonnet. Et en l'occurrence, on a plusieurs écrits qui en parlent, notamment l'écrit j'ai perdu son nom, non, peu importe, ça me reviendra tout à l'heure. Sur cet écrit, il parle bien de bonnet d'un habitant de Pleuharnel, donc c'est pas dans le pays pontivien, mais dans le Vantais, qui porte un bonnet. Et on a aussi une photo, la plus ancienne photo d'un homme avec un costume pontivien. C'est un daguerreotype qui date de 1855, qui a été fait à Lorient. Sur ce daguerreotype, on voit un couple, un homme et sa femme, qui portent, l'homme porte un bonnet en soie brodée. Donc le chapeau, pour continuer, le chapeau, en l'occurrence, arrive dans le milieu populaire paysan au XVIIIe siècle, mais c'est plutôt au XIXe siècle qu'on a le plus d'informations. Donc voici un exemple d'une reconstitution de chapeau de cette époque. Aujourd'hui, on n'a pas d'exemple, on n'a pas retrouvé en tout cas de vieux chapeaux qui ont survécu au temps, si ce n'est un exemple, un témoignage de George Bells qui aurait vu un chapeau de ce type à Washington DC dans une crêperie. Pour des raisons écologiques, nous ne sommes pas allés vérifier comment était ce chapeau. Donc, même si on n'a pas de témoignage de chapeau qui est survécu au temps, on a des témoignages écrits, et notamment la personne dont j'essaie de me souvenir le nom, qui nous dit « Quel chapeau, un large et immense chapeau qui dépasse de partout les épaules de son porteur ». C'est un écrivain, petit quiz, c'est un écrivain qui est venu en Bretagne, c'est Flaubert. Bravo! Un point pour Clégueret. Ces chapeaux pouvaient être faits en différentes matières. Celui-ci, par exemple, est en feutre. Il pouvait également être fait en paille. Et Flaubert nous parle d'une troisième matière, une structure en osier recouverte de toile cirée. Ces chapeaux pouvaient être décorés. Ici, il y a une bande de velours. Il pouvait y avoir une ou deux boucles. Il pouvait même y avoir plusieurs bandes de velours. Il est également décoré d'une tresse colorée, rouge et jaune. Et il pouvait y avoir sur le tour du chapeau des broderies, et une broderie spécifique qu'on voit sur un carnet de croquis de la laisse, une broderie spécifique sur le haut de la cuve du chapeau, avec inscrit la date de confection du chapeau.
On a quelques exemples, donc on a plusieurs lithographies qui nous montrent ce chapeau, notamment 2 lithographies de Lallès à Pluméliau et à Pontivy, et 3 lithographies de Charpentier à Noyal-Pontivy, à Neuliac et à Outrelot, donc le quartier de Trélo aujourd'hui en Pontivy. Et voilà pour le chapeau, donc c'est un chapeau qui date du début du 19e siècle, et sur quelques photos on voit encore des hommes de 1850-1855 qui portent encore ce chapeau. Ce chapeau a un petit peu évolué à la fin du 19e siècle pour donner ce genre de chapeau. Alors, celui-ci est un peu petit, on retrouve des photos, il y a quelques photos où on voit que le chapeau a une taille intermédiaire entre le grand et le moyen ici. Ces chapeaux sont toujours dans la même matière, les matières que j'ai citées tout à l'heure. Et on voit qu'ici, il a évolué dans le sens où le tour du chapeau est beaucoup plus petit. Le tour est également relevé. Et la bande de velours qui était très fine ici, avec de faibles pans, est devenue la bande de velours s'est épaissie et s'est agrandie pour donner ces magnifiques guides qui dépassent derrière du chapeau, qui dépassent derrière de son porteur. Donc voici un exemple en feutre, un deuxième exemple en paille. Donc ça c'est pour le chapeau qu'on retrouve à la fin du 19e siècle. Et au début du 20e siècle, on retrouve un autre chapeau, c'est le chapeau qu'on nomme nid de pie, qui est beaucoup plus petit cette fois-ci. Les bords sont plus petits et bien relevés au niveau de la cuve. Les bords sont à peu près relevés jusque la cuve. La cuve du chapeau est un peu plus aplatie et les bandes de velours sont plissées, pliées et fixées sur le haut de la cuve. Et contrairement au chapeau qu'on retrouvait juste avant, il y a beaucoup plus de plis sur le haut de la cuve. Voilà pour les chapeaux dans notre pays, dans le pays pontivien. Merci à vous deux pour cette présentation. On va poursuivre avec quelques questions que je vais poser au nom du jury. On avait une petite question peut-être un peu technique pour commencer. Vous nous avez parlé de l'ornementation noire qui pouvait être au bord de la coiffe ou des guimpes qui étaient brodées. Et est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé autre chose que de la broderie, une application d'un galon, d'un ruban ou d'autres choses comme ça peut se faire pour le deuil dans certains terroirs, ou est-ce que vous avez trouvé exclusivement de la broderie à ce stade aujourd'hui? C'est vrai qu'on n'a pas complètement fini notre collectage sur les costumes de deuil, puisque, comme le disait Melaine, c'est compliqué de trouver des sources, des photos, des témoignages. Après, pour l'instant, sur ce qu'on a pu retrouver et ce qu'on a entendu, c'est uniquement de la broderie noire ou blanche, mais pas d'application de galon ou seulement de la broderie. Merci. Justement, vous nous avez expliqué effectivement que vous n'aviez pas énormément de sources, vous avez quand même réussi à refaire des recherches, à refaire du collectage. Et comment vous expliquez un peu, parce qu'on est quand même sur une période qui, somme toute, reste assez récente, donc comment vous expliquez qu'il y ait finalement assez peu de sources, assez peu de témoignages, si on ne va pas un peu creuser pour aller les chercher? J'imagine que vous avez eu peut-être une réflexion là-dessus. Oui, et les gens qu'on a pu rencontrer d'ailleurs nous ont apporté cette réflexion, puisque c'était les premiers à nous dire que le deuil et la mort, et encore aujourd'hui, est tabou et reste tabou. Et donc malheureusement, que ce soit le costume notamment le costume, ne se transmettait pas de génération en génération. On a notamment rencontré une personne qui nous racontait qu'elle avait eu des difficultés pour avoir les parures de son arrière-grand-mère de deuil, puisqu'elle ne voulait pas les donner. Par contre, les parures de mariage, ça, il n'y avait pas de problème. Les parures de deuil, ça se donnait pas de génération en génération. Et en plus de ça, le fait qu'on ne les voit pas sur les photos, puisque comme je disais, le deuil et la mort restent tabous. Donc les femmes ne se prenaient pas en photo en deuil. Voilà. Merci. Une autre question, est-ce que du coup, au cours de vos recherches, vous avez aussi travaillé un petit peu sur le vestiaire masculin?
même si à cette période, on n'est plus forcément sur le même type de costume. Est-ce que vous avez aussi pu identifier des marqueurs du deuil chez les hommes? C'est vrai qu'on aurait pu présenter des costumes de deuil masculins. Malheureusement, les marqueurs de deuil dans notre terroir, ou en tout cas ce qu'on a pu relever pour l'instant sur le marqueur de deuil, sont beaucoup moins forts et marqués. On a pu entendre que les hommes portaient des rubans de crêpe autour du bras. Plus récemment, des rubans de revers sur le revers de la veste, aussi en crêpe. Et dans notre terroir, et peut-être plus dans le pays vantais, je dirais, les hommes avaient tendance à relever leur guide de leur chapeau, soit en les enroulant, soit en les enroulant autour du chapeau. Voilà, c'est ce qu'on a entendu en marqueur de deuil, mais pour l'instant, on n'a pas entendu plus. Merci pour ces éléments. Et allez, une petite dernière pour le plaisir. Vous nous expliquez effectivement que c'est moins structuré au XXe le deuil, mais est-ce que vous avez quand même trouvé ou pas des mentions de différentes phases de deuil, de grand deuil, avec des évolutions dans le vestiaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour ce que vous en savez, aurait vraiment disparu? On sait qu'en effet, dans des modes plus anciennes, le deuil était certainement plus codifié, avec des périodes de deuil, de grand deuil, de deuil de crêpe, on appelle ça. Je pense que dans ces époques-là, c'était beaucoup moins marqué, ou en tout cas, les gens les respectaient certainement moins. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas remarqué. Il y aurait pu avoir une différence, notamment entre la coiffe à liseré blanc et les coiffes noires, entre le deuil grand deuil, deuil de crêpe, ou deuil ordinaire, demi-deuil, comme on veut. Mais en tout cas, on n'a pas. Ce qu'ont pu nous raconter les personnes, c'est qu'il n'y avait pas forcément de marqueur de temporalité sur les différentes coiffes de deuil.